test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha et bienvenue dans cette nouvelle chronique du dimanche où aujourd'hui je vais te parler du tome 2 des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. C'est un tome 2, donc il risque d'y avoir des petits spoils. Si tu préfères les éviter, je te conseille de suite d'arrêter la lecture de ce podcast et d'aller te renseigner sur le tome 1 ou même encore mieux de le lire et de le découvrir par toi-même avant de revenir écouter cet avis global. Merci beaucoup à toi Christopher de m'avoir envoyé le tome 2 aussi bien en format numérique où j'ai pu le trimballer à loisir sur ma liseuse, mais aussi au format physique, où j'ai pu d'autant plus apprécier la beauté de la couverture. Elle est très belle, très enflammée. Tu comprendras pourquoi je dis ça, toi qui m'écoutes, quand tu verras la couverture de ce tome, qui s'intitule d'ailleurs Le Feu des Vivants. Et place maintenant à mon retour de lecture. Pour rapidement se faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans le premier tome, nous avions un personnage qui s'appelait Siwen, qui était un espèce de... alors pas de soldat, mais un peu de guerrier solitaire, plus ou moins pas tout à fait solitaire, qui était en quête d'une roche très spéciale, très magique et très puissante, appelée la Roche des Âges. Lors de cette quête, il fait un tas de rencontres, il lui arrive un tas de choses auxquelles il fait face plus ou moins bien. Il utilise très souvent son épée, il est parfois cruel et parfois très prévenant. C'est un personnage complexe, hein, Siwen. Le tome 1 est centré sur cette quête de la Roche des Âges où il va à terme l'obtenir, ou attention, premier spoil, en fait, il n'obtient pas vraiment cette roche parce qu'il s'est fait flouer par une ondine du nom d'Olivia. Maintenant que le petit point sur le tome 1 est fait, passons donc au tome 2. Lors de ce tome 2, nous avions compris pourquoi il y avait tant de grabuge dans l'univers des royaumes démoniaques, pourquoi il y avait tant de bazar, pourquoi c'était aussi tendu, pourquoi il y avait une guerre qui se profilait dans le tome 1, qui se passe, où on a pas mal de scènes de combat, etc. Cela est dû au fait que d'un côté, tu as l'univers avec la planète où se trouvent Siwen, Torwa, Taskem, les créatures démoniaques, etc., etc. Et de l'autre côté, les créateurs de ces univers, comme Jackal, Tyrem, etc., qui, en fait, les créateurs vont rentrer en guerre contre leur création. Et c'est ça que raconte le tome 2. Et pour cela, pour raconter pourquoi, en fait, il y a ce conflit interuniversel, non, pas interuniversel, mais pourquoi il y a ce conflit entre les créateurs et leur création, tout le tome 2 va nous présenter tout le passif, toutes les histoires propres à chaque personnage secondaire qui gravite autour de Siwen, qui est notre héros principal du tome 1. Donc dans ce tome 2, Siwen n'est pas tout à fait au centre de la narration, il l'est indirectement mais par le biais des personnages secondaires et qui par ailleurs, grâce à leur passé qui nous est longuement raconté, je vais t'en dire plus juste après, on en apprend davantage sur Siwen et on apprend davantage à le connaître et à savoir qu'il n'est pas en fait un être tout à fait sombre et en même temps tout à fait lumineux. Il est vraiment cette espèce de nuance de gris plus ou moins sombre, plus ou moins clair selon ce qui se passe, selon les événements, selon avec qui il est, etc. Comme je te disais, dans le tome 2, on a tout le passif de chaque personnage secondaire qui nous est conté, soit via des flashbacks, soit via des rencontres entre des personnages où ils leur racontent leurs histoires et d'autres procédés tout aussi intéressants. Ce qui vraiment ressort, c'est ça, c'est que la construction des personnages nous est relatée par leur passé, par ce qui leur est arrivé avant la Roche des Âges, avant la guerre, etc. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça donne une vraie consistance à chacun des personnages, ça nous permet de comprendre le lien qui les unit tous, ça nous permet de comprendre leur rôle en fait dans cette quête, dans cette guerre, ça nous permet de comprendre leurs désirs, leurs victoires, leurs échecs, leur façon de penser. C'est très bien écrit et du coup,
tous ces flashbacks et tous ces passés qui nous sont racontés du début à la fin nous permettent vraiment de saisir l'intégralité de cet univers que Christopher nous dépeint. Donc par exemple, Torwa, qui est une araignée qu'on découvre dans le tome 1, qui est assez protectrice avec Siwen, etc., on apprend très rapidement dans le tome 1 qu'elle est presque aussi vieille que l'univers en lui-même, que la planète en elle-même. Et dans le tome 2, nous avons toute son histoire, depuis effectivement son apparition sur la planète, de pourquoi elle est devenue l'alliée de Siwen, de quelles sont ses préoccupations premières pour la survie, pour le bien de la planète, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la vie en général sur cette planète. On a aussi toutes les explications de pourquoi les créateurs sont en guerre entre eux et pourquoi ils sont en guerre contre leur propre création. Ça c'est vraiment très intéressant et très bien expliqué. Pour ce qui est des illustrations, parce que oui, dans ce tome 2, tu pourras découvrir si jamais un jour tu as l'ouvrage entre tes mains, que ce soit numérique ou physique, il y a plusieurs illustrations en noir et blanc qui sont d'aussi bonne qualité que la couverture et qui représentent des scènes de ce que nous sommes en train de lire. J'ai beaucoup aimé ces illustrations, je les trouve vraiment très jolies et très bien réalisées, encore bravo à l'illustrateur. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont elles ont été introduites dans le récit. C'est-à-dire que par exemple, il y a une scène où l'auteur nous décrit un nain qui a des pierres précieuses, des joyaux dans sa main, entre 3-4 grains de terre. Et sur la page juste à côté, nous avons l'illustration qui le représente. Enfin, toutes les illustrations sont intégrées dans le récit au même endroit où les scènes qu'elles représentent sont comptées. Moi, ça m'a gêné que ce soit en plein milieu des chapitres et non pas en début ou en fin de chapitre. Parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin de schémas, qui n'ont pas besoin d'images pour se représenter et que je préfère 1000 fois me représenter moi les royaumes démoniaques dans ma tête plutôt que de me laisser conduire par des illustrations et des images. Je pense que ça m'aurait beaucoup moins dérangé et donc pas dérangé du tout si ces illustrations se seraient retrouvées en début de chapitre, car j'aurais vu ça comme un espèce de teasing de ce qui va se passer dans le chapitre que je vais commencer, ou à la fin, qui m'aurait permis de me dire ok, ça c'est exactement ce que je viens de lire et je vois parfaitement ce que l'auteur a voulu dire. Et donc ça m'aurait pas gêné dans ma propre conception de la chose, dans ma propre conception des scènes qui sont décrites. Là, le fait que ce soit en plein milieu, je comprends totalement la démarche du fait que ce soit en même temps que les scènes qui sont écrites, mais sauf que moi ça m'a un peu gênée dans ma lecture, ça me sortait un peu par moments et bon du coup je tournais la page et je passais à la suite quoi, voilà c'est tout. Je vais maintenant te lire le début du chapitre 1, je te laisserai juste après. Comme d'habitude, tu pourras trouver les informations du livre dans la description du podcast. Je te dis à la semaine prochaine et encore merci beaucoup pour ton écoute. Salut! Chapitre 1 Gâchis. Dans la grande plaine des Elfes, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de la capitale Nerti et à quasi égale distance au sud de la forteresse de Torvig, les cadavres recouvraient l'herbe et les étroites rivières qui servaient jadis de route commerciale, le chemin favori des quelques ondins qui parcouraient le territoire de leurs alliés. Siwen était assis sur plusieurs corps qui se confondaient les uns dans les autres au milieu d'un charnier écœurant. Il était à la fois haletant et hagard au milieu de ce carnage. Les corps étaient de toutes races. Ondins, elfes, humains, démons, ilgars, dragons, dryades. On voyait même des nains. Les corps des victimes étaient tous affligés de différentes façons. Décapités, broyés, violemment amputés de quelques membres, à moitié dévorés, brûlés. Certains pouvaient même laisser penser à une mort de cause naturelle sans plaie apparente, mais les yeux écarquillés et la bouche déformée étaient étranges. Ils fixaient le ciel comme s'ils avaient espéré une aide divine qui ne leur fut jamais accordée. La grande guerre que le monde redoutait avait finalement eu lieu ici, et elle semblait terminée. Le silence n'était brisé que par de timides claquements de tissus des différentes bannières et oriflammes, ou par le tintement d'une armure frappée par un objet quelconque, ou encore par une arme qui glissait sur le sol humide de sang. L'odeur, quant à elle, était putride à souhait. Les diverses créatures opportunistes de la région pouvaient certainement sentir le fumet de ce festin et ne manqueraient jamais l'occasion d'en profiter. La respiration de Siwen était saccadée. Dans ses oreilles, c'était un capharnaüm sans nom. Il percevait son corps de l'intérieur, son cœur battant à tout rompre, sans plus rien entendre de l'extérieur. Perdu dans ses pensées,
perdu dans ses douleurs, perdu dans ses émotions, perdu dans ses muscles qui lui faisaient atrocement mal, perclus de courbatures. Son armure de cuir se découpait en lambeaux, à se demander si elle fût d'une quelconque utilité. Elle ne tenait plus ni en un seul morceau ni même en plusieurs. Son torse était percé de différents trous, son bras gauche ne ressemblait plus à rien, cassé en plusieurs endroits. Un morceau d'os avait transpercé la peau à hauteur de son biceps. Quant à sa main, elle n'était guère mieux déchirée de sorte que les cartilages de ses doigts étaient visibles. Sur ses jambes, différentes entailles zébraient les chairs, caractéristiques des griffes d'une large créature, mais ce qui interpellait surtout était son tendon d'Achille droit. Il avait été pratiquement sectionné, et de celui-ci s'écoulait un mince filet de sang continu. Sa botte avait été arrachée en plusieurs endroits. Son corps avait également été sévèrement brûlé sur plusieurs zones. Son visage arborait de nouvelles cicatrices, de sorte qu'avec le sang séché, la poussière et les traits tirés, il resterait définitivement défiguré encore plus qu'à l'accoutumée. Des traces de combat, il en aurait eu d'innombrables. Il devait néanmoins survivre pour cela. Pensif, épuisé, quelque part entre la vie et la mort, la conscience et l'inconscience, sa main meurtrie était posée sur son épée à deux mains, sur la garde. Il s'en servait comme d'une canne pour ne pas choir. Il la maintenait ainsi, la lame enfoncée dans la terre. Vu son état, soulever sa fidèle arme serait un exploit en soi. De ses pas lourds faisaient trembler le sol et engendrant un nuage de poussière, le dragon Mueltyr, lui aussi marqué par la bataille, s'approchait de lui. Sa taille titanesque couvrait le ciel, donnant l'impression que l'horizon lui-même s'adressait au petit humain. De sa voix caverneuse, chargée d'amertume, il lui demanda : « Mon ami, qu'as-tu fait ?» Siwen réagit à peine, se redressant difficilement et lentement, séquençant chaque mouvement avec peine. Il leva les yeux vers le dragon, au moins 300 fois plus grand que lui. Il lui répondit timidement, dans un murmure presque inaudible, que la créature entendit pourtant avec netteté. « J'ai fait ce que j'ai pu. »